Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de votre programme Bien-être. Pour ceux qui passent pas ici pour la première fois, ici nous parlons de différentes pathologies et nous vous donnons des conseils sur comment conserver au mieux votre santé. Pour cette édition, nous allons nous intéresser aux addictions. Alors, c'est quoi une addiction ? Quelles sont les différentes causes qui peuvent conduire à une addiction? Nous allons apporter des éclaircies tout au long de cette émission. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission Bien-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler des addictions. C'est quoi une addiction? Les populations de Yaoundé sont-elles généralement confrontées aux addictions? On a réalisé un vox pop sur la question que je vous propose de regarder. Une addiction, c'est une dépendance à quelque chose. Une addiction, c'est une dépendance. Parce que quelqu'un ne peut pas se passer de faire quelque chose. Pour moi, une addiction, c'est quand quelqu'un est accro à quelque chose, qui ne peut pas s'en passer en fait. Avoir une addiction, c'est être passionné de quelque chose, c'est vouloir à tout prix faire ou avoir quelque chose. À défaut de ça, vraiment, la tête, ça ne va pas. Il y a un problème, on est malade. Pour moi, c'est ça une addiction. C'est comme une drogue en fait. L'addiction, pour moi, de façon générale, c'est l'attachement à un objet ou à quelque chose. Oui, on peut prendre l'exemple, peut-être on va dire quelqu'un est addictif, peut-être à la drogue. Ça veut dire que cette personne ne peut pas se détacher de la drogue, la personne ne peut pas vivre sans toutefois consommer des stupéfiants. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Comme je le disais, ce soir, nous parlons des addictions et pour le faire, nous avons fait venir un professionnel de la chose. Il s'agit de M. Kougne Johan, professionnel d'addiction certifié. Monsieur Johan, bonsoir. Bien le bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, grâce à Dieu. Merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Partagez. Alors, en tant que professionnel, dites-nous, c'est quoi une addiction? Ok, ce qu'il faut dire de l'addiction, c'est que l'addiction, c'est la dépendance à une substance ou à un comportement, malgré, en dépit des conséquences négatives sur la santé et sur la vie sociale de l'individu, voilà, du sujet qui fait recours à cette substance ou à ce comportement-là. Addiction à une substance, on voit directement les drogues et autres. Maintenant, en termes d'addiction à un comportement, on peut parler de quoi? En termes d'addiction à un comportement, on peut parler de la nomophobie. C'est quoi la l'addiction au nomophobie? téléphone. Oui. Le fait que, voilà, il arrive qu'il y ait des personnes... Peut-être je suis nomophobe sans le savoir. Voilà. Peut-être, bon, nous sommes presque potentiellement tous nomophobes parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il arrive que tout le temps on soit là sur le téléphone et parfois ça peut perturber nos activités professionnelles. Voilà, et lorsque ça perturbe déjà, on peut considérer qu'on est un peu dépendant. Voilà, et il faudrait essayer de trouver des mesures. Mais ce n'est que pour parler du téléphone, il y a aussi une addiction qu'on appelle l'addiction à la sexualité. Et justement, voilà, ça devait nous permettre d'entrer dans la question suivante qui était donc celle de savoir quels sont les différents types d'addictions. Quels sont les différents types d'addictions? Comme j'ai dit, il y a des addictions qu'on appelle addictions liées à une substance. Et il y a des addictions liées à un comportement. Maintenant, lorsqu'on parle d'addiction liée à une substance, il existe deux types de substances. Il y a des substances illicites et des substances licites. Okay, dans les substances illicites, par exemple, nous avons des substances telles que le cannabis,
la cocaïne, au crack tel que d'autres le conçoivent ainsi, et l'héroïne. Oui. Bon, c'est vrai que c'est pas trop la rue chez nous aussi au Cameroun, mais dans d'autres sous d'autres sociaux. Oui. Ce sont des substances illicites, Illicites. voilà, purement proscrites par l'État, voilà. Et il y a des substances licites, voilà, qui sont aussi des substances qui peuvent faire en sorte qu'un individu devienne dépendant. À savoir l'alcool, par exemple. On n'aime pas beaucoup l'entendre des fois, mais l'alcool est une substance psychoactive. Voilà, quand on parle de substance psychoactive, c'est une substance chimique qui peut avoir à perturber le fonctionnement normal du cerveau. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un consomme cette substance-là, il peut arriver qu'il soit déconnecté de la réalité. Il fait ce qu'on appelle une psychose. C'est une instance qui fait en sorte que l'individu soit déconnecté de la réalité. Il va vous dire qu'il entend des voix que vous n'entendez pas de manière normale, qu'il voit des gens que nous ne voyons pas de manière normale. Donc pour finir, ces deux types de substances en matière voilà, d'addiction aux substances. Maintenant, pour ce qui est de l'addiction au comportement, on avait un peu à toucher le sujet. Il y a des addictions telles que l'addiction au téléphone dont je venais faire mention, voilà. L'addiction au sexe, dont j'ai déjà fait mention, et aussi l'addiction au jeu du hasard. Je pense que beaucoup de jeunes dans la société camerounaise ont ce problème-là. Oui, c'est un cas qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment se pencher, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent l'argent de la scolarité et ils vont directement. En fait, vous allez vous rendre compte que celui qui est addict perd un peu la raison. Ok. Normalement, on pourrait être motivé par le fait que lorsqu'on investit quelque part, on a un retour. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec celui qui a déjà développé une dépendance, qui est déjà addict, il ne joue plus parce qu'il veut un gain. Il joue parce que le fait de jouer lui donne du plaisir. Voilà. Il retrouve la satisfaction lorsqu'il joue. Donc, c'est ça l'élément clé avec l'addiction, l'élément perturbateur en même temps. Est-ce qu'on peut avoir l'addiction à la nourriture? Addiction à la nourriture, ce n'est pas classifié. Oui, mais ce sont des addictions. Je vais vous donner quelques critères de l'addiction qui vont permettre de comprendre comment on peut dire que quelqu'un est addict. Voilà. Premièrement, il y a le craving. Le craving, c'est une envie irrépressible. Bon, la personne, vraiment, c'est très fort. Voilà, il y a cette envie irrépressible là. Deuxième élément, c'est la compulsivité. On n'arrive pas à résister. Ok. Le troisième élément, c'est la perte de contrôle. Par exemple, lorsque je conduis ma voiture, lorsque j'arrive là où il y a les panneaux, lorsqu'on dit feu est vert, le feu est vert, je sais que je dois passer. Lorsqu'on dit que le feu est rouge, je sais que je dois m'arrêter. L'addict ne s'arrête pas. Que le feu soit vert, que le feu soit rouge. Il fonce. Il fonce tout simplement. Voilà. Donc, ce sont par exemple quelques éléments. Donc, naturellement, sur la base de ces éléments, vous pouvez comprendre si quelqu'un est addict à la nourriture ou pas. Il y a aussi des gens qui ont souvent eu des addictions au kaolin. Oui, on a souvent rencontré des gens comme ça. Je pense que moi, je suis addict au gâteau à la crème. Je pense que moi, ça doit être mon addiction. J'ai peur de dire que vous soyez addict parce que, bon, être addict, c'est vraiment un gros mot. Il faut trouver beaucoup d'éléments pour dire vraiment, pour poser un diagnostic de quelqu'un qui est addict, oui. C'est des cas assez rares, mais la dépendance déjà nous mène à une addiction, je peux dire, bien élaborée, qui permet que réellement, voilà, on a tous les critères, on dit que là, cette personne a dit, pour poser vraiment le diagnostic d'addiction, il faut avoir plusieurs éléments. Justement, on a parlé là des critères qui permettent de reconnaître qu'une personne est addicte. Quelles sont les causes de l'addiction? Comment est-ce qu'un être humain peut en arriver là? Ok, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que le sujet est un peu trop gros lorsqu'on parle d'addiction de manière globale. Oui, c'est très gros parce que les causes sont vraiment multifactorielles. Oui. Pour ce qui est de l'addiction aux substances, par exemple, les causes peuvent ne pas être les mêmes que celles de l'addiction au comportement. Ok. Bon, généralement, on parle du modèle biopsychosocial. En ce qui concerne les substances, ce pourquoi on travaille à l'hôpital, on suit des personnes qui viennent faire une cure de désintoxication par rapport au cannabis, etc. Il y a d'abord une cause biologique. Voilà. La cause biologique, c'est que sur le plan génétique, il arrive qu'il y ait des personnes qui naissent avec des prédispositions. Pourquoi des prédispositions? Parce que
parce que peut-être ayant eu un parent qui consommait, oui, que ce soit le père, que ce soit la mère, qui consommait beaucoup le tabac, qui consommait aussi le cannabis, voilà. Dans les gènes de l'enfant, il y a déjà ça, ce qui fait que l'enfant naît avec une prédisposition à suivre, à consommer également. Voilà, ça c'est pour parler des substances. Il y a des causes psychologiques aussi. Okay? Par exemple, une faible estime de soi. Un enfant qui grandit une faible estime de soi, pas besoin d'appartenance à une classe sociale, il se fait berner par ses amis en se disant que voilà, pour être fort, pour pouvoir être considéré, pour pouvoir être remarqué, il faut prendre la substance. Voilà, ce sont des éléments. Il y a aussi le problème de carence affective. Il y a beaucoup d'enfants qu'on a déjà suivis. Vous allez voir que la plupart, c'est vrai qu'on n'a pas fait une étude clairement détaillée dessus, mais la plupart des cas que nous recevons en consultation, depuis pratiquement 5 ans, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour problème de consommation. C'est souvent des familles recomposées. Oui, il n'a pas grandi avec le père était mort, ou bien le père ne l'a pas reconnu. Donc, parce que la présence d'un père est très importante dans le développement d'un enfant. Voilà. Dans le développement psychologique même de l'enfant. Justement, c'est bien que vous en parliez aujourd'hui parce que c'est un argument qui est très souvent balayé du revers de la main parce qu'on estime que voilà, ils ne sont pas les seuls enfants à avoir grandi dans des familles recomposées. On va te dire, n'est pas le seul enfant à avoir perdu son père, sauf qu'on oublie que les enfants ne réagissent pas toujours de la même manière. Oui. Ouais. Et même ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir tous grandi d'une famille recomposée, mais on ne connaît pas le déclic qui a fait en sorte que l'autre s'en sorte. Peut-être il a eu quelqu'un, on peut dire un père, c'est-à-dire, quand je dis père, P-A-I-R, oui, un modèle dans la société qui a tiré la main de cet enfant-là. Oui. Ça peut être un élément qui fait en sorte que, bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu de père, mais il réussit dans la société, oui. Mais pour l'autre, voilà, il n'a peut-être pas eu de modèle, il n'a pas eu d'éléments qui le motivaient pour qu'il puisse vraiment se dire non, malgré que je n'ai pas de père, je n'ai pas de parents, je vais réussir. Du coup, il arrive qu'il y a cette carence affective-là qui fait en sorte que les enfants, voilà, surtout aussi lorsqu'ils atteignent l'âge de la puberté, ils sont dans les recherches des expériences, etc. Parce qu'ils veulent combler un vide. Ce vide affectif-là est un élément, un facteur de risque à vraiment ne pas prendre à la légère. Justement, pour mieux comprendre l'addiction, nous avons réalisé un reportage. Je vous propose donc de regarder ce reportage et on reviendra juste après. L'addiction est un fléau qui touche des millions de personnes à travers le monde. Ce reportage se penche sur la vie quotidienne des personnes vivant avec une addiction, leur lutte et les conséquences sur leur santé, leurs relations et leur environnement. Cette addiction affecte non seulement la santé physique des personnes atteintes, mais également crée des tensions dans les familles. Et dans l'agissement, c'est moindre chose, ça devient l'impact, la bagarre, la guerre. Et si la tape un couteau, ou une arme, il dégaine. Les addictions, qu'elles soient liées à l'alcool, au drogue ou même à des comportements comme le jeu, entraînent des conséquences graves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes dépendantes sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, de troubles mentaux et d'accidents. Les témoignages de professionnels de santé soulignent l'importance d'une approche globale pour traiter ces problèmes. Les proches aident directement, donc dès lors que la dépendance s'installe et dès lors qu'on se rend compte que le cas est déjà vraiment très alarmant, que les familles aient recours tout de suite aux soins appropriés des personnes, soit auprès des hôpitaux psychiatriques, soit auprès des cabinets de psychiatres qui vont poser le diagnostic approprié, soit auprès de centres de désintoxication. C'est très 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 important. Les personnes vivant avec une addiction se heurtent souvent à la stigmatisation qui conduit parfois à l'isolement, ce qui peut aggraver les symptômes de l'addiction et freiner les efforts de rétablissement. Il existe des ressources pour aider ceux qui luttent contre l'addiction. Des groupes de soutien, des thérapeutes et des programmes de réhabilitation sont disponibles. Les témoignages des personnes en rétablissement soulignent la nécessité d'une approche emphatique et sans jugement. Les professionnels de santé encouragent la
La société a adopté une vision plus compréhensive de l'addiction en la considérant comme une maladie à traiter plutôt qu'un simple échec personnel. En somme, l'addiction est un problème complexe qui nécessite une attention particulière. En comprenant mieux les luttes des personnes touchées, nous pouvons contribuer à créer un environnement plus solidaire et moins stigmatisant. La route vers la guérison est longue, mais avec le soutien adéquat, elle est possible. Voilà, avant de prendre le reportage, nous étions justement en train de parler des causes de l'addiction. On était au niveau des addictions aux substances. Voilà, on peut donc continuer dans la même lancée. Bon, voilà, j'ai dit que pour mieux expliquer les causes. Bon, c'est vrai que parler de causes, généralement, le terme technique chez nous, les scientifiques, c'est les facteurs de risque. Ok, parce que quand on dit cause, ça veut dire que directement, c'est ça qui fait que voilà, qui ça suit directement. Also, il y a des facteurs, à risque, voilà, qui font en sorte que ceci peut être un élément qui va faire que l'autre consomme. Et chez une autre personne, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on ne parle pas de cause, mais de facteurs de risque. Et je parlais du modèle biopsychosocial. Je venais de parler déjà sur le plan génétique, à savoir biologique et psychologique. Donc, psychologique aussi, ce que j'aimerais ajouter, il y a par exemple des maladies mentales, telles que la dépression, telles que le stress post-traumatique. La dépression, par exemple, quelqu'un qui a perdu un travail, une jeune dame qui sort d'une rupture amoureuse, voilà, et puis qui, pour pouvoir oublier, ou bien, voilà, pour pouvoir on va dire, essuyer ses blessures émotionnelles et autres, entre dans une consommation croissante, excessive d'alcool, par exemple, voilà. Donc, c'est souvent des cas comme ça. Aussi pour les traumatismes, c'est vrai que quand on parle généralement de consommation des stupéfiants ou des drogues, on ne voit que les jeunes. Par exemple, j'ai déjà reçu en consultation plusieurs de nos frères de l'armée revenant du NOZO, voilà, qui font ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc, du fait d'avoir été en face des personnes qu'ils ont eu à tuer, par exemple, dans l'exercice de leurs fonctions, il arrive que les images leur reviennent, les cauchemars, les feedbacks, et ils n'arrivent pas à dormir. Voilà, du coup, il y a aussi des gens qui ont souvent, pour pouvoir s'échapper de ça, de manière, on va dire, de manière illusoire, ils ont souvent eu à commencer une consommation de cocaïne et tout, etc. Et ça fait qu'à un moment, ils entrent directement dans l'addiction. Voilà. Donc ça, c'est un élément psychologique. Il y a également des événements sociaux. Par exemple, les éléments sociaux, il y a la pression des pairs. Quand je dis pair encore, c'est P-A-I-R. C'est-à-dire qu'on a peut-être un ami dans la société avec qui on marche, voilà, qui nous fait comprendre que, bon, voici, il faut... Moi, je prends ceci là pour pouvoir apprendre, je prends ceci pour pouvoir dormir, je prends ceci pour pouvoir... C'est ça qui fait que tu vois comment je suis, etc. Voilà, il y a cette pression-là. Il y a également plusieurs événements dont je venais de faire mention, par exemple, qui basculent la vie. Okay, de quelqu'un qui est à la retraite et qui n'arrive pas à toucher sa pension retraite. Voilà, ce sont des problèmes au niveau social qui font en sorte, les problèmes socio-économiques, la dureté de vie qui font en sorte que les gens peuvent se retrouver dans l'addiction. Voilà. Et pour ce qui est donc du comportement, c'est les addictions au comportement. Je disais que ce n'est pas pareil que les addictions aux substances parce que au niveau génétique seulement, par exemple, il n'a pas encore été prouvé. Du moins, je ne suis pas encore tombé sur une recherche qui dit que bon, le père a, par exemple, beaucoup regardé, était addict au téléphone et l'enfant est devenu addict au téléphone. Oui, c'est beaucoup plus dans les substances comme ça qu'on a retrouvé parce que bon, les gènes, c'est le sang, voilà, directement, il y a un lien avec le sang. Pour ce qui est des causes psychologiques et sociales, c'est presque les mêmes. C'est un mal-être. Par exemple, quelqu'un qui... bon, je ne veux pas parler de l'homme aux 400 vidéos de l'année dernière, que nous connaissons tous certainement. Je n'aime pas citer son nom. Vous allez vous rendre compte que c'est généralement... la sexualité pour la personne, par exemple, qui est addict au sexe, est devenue une solution, une manière de pouvoir résoudre ses problèmes, gérer la tension, les problèmes psychologiques, le mal-être.
Pareillement pour les autres qui jouent au jeu du hasard, vous voyez qu'il veut s'échapper parce que c'est là-bas qu'il prend plaisir. Oui, et il arrive qu'il y a dans notre cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est celui qui joue un peu le rôle entre la fonction de désir et de plaisir. Okay? Par exemple, je désire prendre un verre de jus. Lorsque je prends le verre de jus, je prends plaisir. Oui, je suis satisfait. Il arrive exactement que pendant que le circuit de la récompense est comblé, cela booste la dopamine. La dopamine, maintenant, étant satisfaite, la mémoire aussi est activée. La mémoire vous rappelle que vous avez pris un jus de fruits et ça vous a fait plaisir. Et quand la mémoire vous rappelle comme ça, la mémoire vous dit que bon, il faut recommencer. La mémoire vous dit que voilà, il faut reprendre, ça va t'aider. Donc c'est ça qui arrive avec à la fois les personnes qui consomment une substance et ceux qui ont une inclinaison pour un comportement. Il arrive que lorsque vous êtes dans une situation de détresse psychologique, un état de mal-être, la mémoire va vous dire que bon, il y a telle chose que tu avais prise qui t'a fait plaisir. Peut-être que c'est le moment de prendre. Voilà. Un peu comme des personnes qui mangent énormément lorsqu'elles sont en situation de stress. Voilà, par exemple. Voilà. Ce sont des éléments qui font en sorte que quelqu'un va continuer à prendre au fur et à mesure. Il va devoir apprendre à son corps que bon, lorsque je ne vais pas bien mentalement, psychologiquement, je pars par exemple prendre le cannabis. Lorsque je ne vais pas bien, peut-être je suis addict au sexe, je dois tout faire pour que ma petite amie vienne à la maison, etc. Et voilà, plusieurs autres éléments. Je dois peut-être aller jouer les jeux du hasard, voilà. Il y a aussi l'addiction au travail, j'ai oublié de parler de ça, le workaholisme. C'est comme ça qu'on appelle. Workaholisme. Bon, c'est un anglicisme, ça vient d'un nom anglais. Qui veut dire work, il y a work et il y a workaholisme. Oui. Donc, il y a la suite là qui... Oui, voilà, il y a cette suite là qui veut dire que quelqu'un est addict au travail tellement... Ce sont les gens qui... C'est vrai que c'est rare au Cameroun et les Camerounais n'aiment pas travailler. C'est vrai que c'est rare au Cameroun. Mais vous allez voir sous d'autres cieux, il y a des personnes qui aiment tellement, sont passionnées de leur travail. 24 heures sur 24. Oui, vous allez voir, les autres vont rentrer chez eux, prendre soin de leur famille. Et voilà, il arrive qu'eux, ils sont toujours au bureau, en train de travailler sur les dossiers. On leur demande même vraiment, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce sont voilà un peu, en gros, les deux types d'addiction dont on peut faire mention, liées aux substances et au comportement. Et tel que vous expliquez, donc, je suppose que ces deux types d'addiction ont un véritable impact sur la vie des différents sujets. Oui, bien évidemment. Ça a un impact, comme je disais lors de la définition, déjà sur le plan de la santé et aussi sur le plan de la vie sociale. Oui. Vous allez voir par exemple que, pour parler de la santé, le fait par exemple de se rendre compte que je n'arrive pas à arrêter tel comportement, je n'arrive pas à arrêter le cannabis, j'essaye, je n'arrive pas. Par exemple, pour l'addiction au jeu du hasard, des fois, je dis que non, je vais économiser mon argent, mais il y a toujours une voix qui me pousse à aller. Ça fait que quelqu'un se retrouve déjà dans un mal-être. Okay? Ça fait en sorte que la personne se trouve dans une détresse. On a un sentiment d'impuissance par rapport à un comportement qu'on veut arrêter. Ça fait que mentalement, donc c'est vrai que quand on parle de mental, en contexte africain, on ne considère pas trop ça. Oui, on dit c'est pour les blancs. Oui, on pense que les choses vont changer progressivement. C'est que mentalement, donc, du fait de sentir qu'on est impuissant à un comportement, on commence à devenir triste. Oui, il y a une détresse là qui fait en sorte qu'on se dit, bon, je suis peut-être un bon à rien, censé plus à rien, voilà. Ça, c'est sur la santé. Maintenant, il y a aussi des problèmes sur le plan organique. Oui, par rapport aux addictions aux substances. Vous allez vous rendre compte, par exemple, pour le tabac, on va vous dire que c'est ça qui est l'une des causes de tuberculose, un facteur de risque qui fait que les gens meurent de tuberculose, etc. Voilà. Et il a été aussi démontré que les personnes qui, l'année passée, avec notre association qui s'appelle ICAP, je suis président de cette organisation, ICAP qui veut dire Institute of Cameroon Addiction Professional, donc l'Institut des professionnels d'addiction du Cameroun. Nous avons une activité avec Synergie africaine, le mois du sida. Nous étions appelés à sensibiliser sur le lien entre la consommation des drogues et le sida. Voilà, parce qu'il a été démontré, j'ai déjà suivi aussi plusieurs patientes à l'occasion, voilà, qui, du fait de consommer les drogues, etc.,
du fait de manquer l'argent de faut aussi pour consommer, elles ont dû vendre leur corps, etc. et avoir des rapports sexuels qui ne sont pas contrôlés. Et voilà, donc elles ont eu à choper un sida comme ça. Pour dire que ce n'est pas seulement au niveau de la santé mentale que l'addiction peut avoir des effets, même au niveau organique. Donc je viens de parler du sida, j'ai parlé de la tuberculose concernant le tabac. Ce sont vraiment des répercussions sur le plan de la santé. Maintenant, sur le plan social, l'addiction peut vraiment faire en sorte que quelqu'un ne soit plus productif dans son milieu de service. On a connu des gens qui ont perdu le travail. Oui, parce qu'un dossier qu'on va lui donner de traiter, il va venir, par exemple, vouloir le traiter sous l'effet de l'alcool, voilà, etc. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas être productif. Il y a aussi des perturbations sur le plan familial. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il est dans cette addiction-là, ça affecte même sa libido, il n'arrive plus à satisfaire sa femme à la maison, etc. Ça crée des tensions. Les jeunes aussi, qui, voilà, du fait de consommer, ils volent à la maison, etc. Ils font des fugues, etc. J'ai connu un cas un jour qui m'a vraiment fait mal. J'ai failli rire en consultation, mais je me suis retenu. C'est le père qui disait que l'enfant, il avait enlevé les tôles de la maison, il l'a vendu. Bon, le père est rentré comme ça de voyage, je vois que la maison il n'y avait plus les tôles. Mais en réalité, c'est que l'addiction, c'est vraiment une maladie chronique du cerveau qui fait en sorte que l'individu ne raisonne plus comme nous. C'est vraiment une maladie et c'est ce qu'on aimerait que les gens comprennent. C'est que, voilà, c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils veulent être comme ça. C'est qu'il y a un dysfonctionnement neuronal, il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau qui fait que la personne n'est plus comme vous et moi, ne peut plus prendre les décisions de manière rationnelle parce qu'il était un peu conduit par les pulsions. Et comme je le dis constamment, la pulsion ne connaît pas la règle. La pulsion reconnaît la satisfaction. Lorsque la pulsion est satisfaite, voilà, c'est bon. Vous allez voir, c'est un peu comme parmi les plusieurs spermatozoïdes qui vont se relâcher. Celui qui doit atteindre l'objectif là, tant qu'il n'atteint pas l'objectif, il ne va pas s'arrêter en chemin. Voilà. Donc c'est un peu ça la pulsion, c'est qu'il y a une envie irrépressible là de se satisfaire. Oui. Et qui fait en sorte que lorsqu'on n'a pas atteint l'objectif, on va. Mais maintenant, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a d'autres manières saines de pouvoir gérer cette pulsion-là. Donc, la pulsion ne vient pas forcément pour la consommation. C'est le cerveau qui vous rappelle que la consommation vous a fait plaisir. La pulsion vient pour le plaisir. Et justement, lorsque on parle donc de pulsion et du moyen de contrecarrer les pulsions, on va donc entrer dans la résolution. Une personne addicte, comment est-ce qu'elle peut faire pour sortir véritablement de ce cercle-là? Bon, une personne addicte, déjà diagnostiquée comme étant addicte à une substance ou un comportement, il faut vraiment être suivi. Parler aujourd'hui, il y a une différence entre une consommation abusive, une consommation récréative, une consommation occasionnelle et une consommation proprement dite addictive ou compulsive. Ouais, parce que le niveau compulsif, comme j'ai dit compulsif, qui veut dire irrésistible, on ne peut plus vraiment s'en passer. Voilà. C'est que vraiment la personne est dans un mode de fonctionnement où il peut même tuer. Oui. Comme j'ai parlé des cas de vol, etc. Il peut tuer pour pouvoir se... Vous allez voir beaucoup de personnes qui... font dans les braquages, etc. Ce sont des personnes qui se droguent souvent pour avoir le courage. Et comment donc faire pour ne pas... si on a un proche qui a tendance à se soulager par des substances ou alors en adoptant un comportement particulier, comment éviter à cette personne de finir addict? Bon, pour éviter la personne de finir addict, première des choses, il faut éviter la stigmatisation. Oui, parce que l'organe international des Nations Unies contre les drogues et le crime nous ont déjà montré à suffire que c'est le stigma, c'est la stigmatisation qui fait en sorte que les gens s'enfoncent le plus. Et comment lutter contre le stigma? C'est de donner, de valoriser les personnes. C'est pour ça que les termes tels que toxicomane, vous n'allez pas m'entendre en tant que professionnel d'addiction certifié à l'échelle internationale parler de toxicomane, parler de drogué. Ce sont des termes très dévalorisants. Il ne faudrait pas lier la personne à la substance. Il ne faut pas lier la personne à son comportement. La personne est une personne comme vous et moi. Ce n'est pas parce qu'elle consomme qu'elle est une personne moindre que nous. Donc il faut pouvoir valoriser la personne. Parce que lorsque
on valorise la personne, on agit sur sa motivation. Ce que je peux dire, c'est que la plupart des personnes qui consomment les drogues, etc., ou qui sont addictes à quoi que ce soit, comme j'ai dit, du fait de la détresse et des complications sur la santé, même sur le plan économique, les finances, les problèmes de famille, ils veulent arrêter. La plupart veulent arrêter, mais deux fois, n'ont pas assez de courage pour le dire ouvertement. Voilà. Donc, le fait de les valoriser et de s'approcher d'eux, c'est l'empathie. Le deuxième élément, il faut être empathique. Se dire que bon, c'est l'enfant de l'autre aujourd'hui dans la famille qui consomme, de ma soeur, c'est l'enfant de tel oncle, mais demain, ça aurait pu être mon enfant. Et être empathique, aller vers l'enfant, causer, avoir une écoute active. Cette écoute active-là, c'est une écoute sans jugement. C'est qu'on écoute l'enfant, pourquoi tu t'es retrouvé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui t'a fait arriver jusque-là et pourquoi tu y restes, qu'est-ce que tu trouves de spécial là-bas. Et vous allez vous rendre compte que vous allez trouver beaucoup de réponses que les enfants vous donneront. Pourquoi? Parce que certainement, ils se seront sentis aimés, ils auront senti qu'on leur donne de l'importance, on leur accorde de l'attention. Voilà. Donc c'est cette stigmatisation-là qui fait en sorte que les personnes s'enfoncent davantage. Or, si on leur donne la main, ils vont sortir. Et maintenant, quand voilà, il arrive que les personnes se sentent stigmatisées, disent que bon, ok, comme je suis un bon à rien, que je reste d'un bon à rien. Et vous allez voir en consultation, on a des fois des enfants comme ça qui disent que je suis devenu ce qu'ils ont voulu. Voilà, parce qu'exactement, ils n'ont pas senti. Et vous voyez, ils sont souvent très proches, ils apprécient les thérapeutes. Pourquoi? Parce que l'approche qu'on a est totalement différente de celle de la famille. On n'a pas une approche de jugement, on n'a pas une approche de stigmatisation, je vais dire de condamnation. Voilà, c'est le thème que je cherchais. On est plus dans l'empathie, on est plus dans comment faire pour vous aider, qu'est-ce que vous pensez, voilà, etc. Et c'est pour ça, quand quelqu'un est vraiment addict, ce qu'il faut dire, c'est que, comme j'ai dit, diagnostiquer quelqu'un d'addict est déjà assez délicat. Lorsque quelqu'un est addict, il faut vraiment une prise en charge. Là, c'est plus les choses juste des counseling ou bien des écoutes à la maison. De prime abord, on peut faire ça en amont. En amont, on peut d'abord faire ça. La famille, un proche peut aller vers la personne pour comprendre, voilà, pour soutenir la personne psychologiquement par rapport à ses difficultés. Mais lorsque ça a atteint un niveau où on se rend compte que la personne n'arrive plus à se contrôler, que le feu soit vert, que le feu soit rouge, il passe seulement. Voilà, il faut vraiment un suivi avec des experts en la matière pour qu'ils puissent réellement être récupérés de cette attitude-là. Voilà, parler des addictions, c'est tellement important. Vous avez évoqué le cas de ceux qui disent « je suis devenu ce qu'ils ont voulu que je devienne voilà. ». Et chaque jour, on dit souvent aux parents, il y a des choses qu'on dit pour aux enfants. Tout à fait. Tu es un voyou, tu es un bandit, de toutes les façons, tu es drogué comme la famille de ton père, les mots comme ça, on ne se rend pas compte, mais ceux qui disent « je suis devenu ce qu'ils ont voulu », ça prouve que toutes ces choses qu'on répète en longueur de journée ont véritablement un impact sur le psychique des enfants. Tout à fait. Voilà. Merci, M. Kougne, pour toutes ces explications. Je pense que nos téléspectateurs sont désormais mieux outillés sur l'addiction. Et puis, on espère que pour vos différentes campagnes, vous viendrez également sur ce plateau pour davantage permettre aux téléspectateurs d'être édifiés. Bien évidemment. Et merci encore pour cette opportunité de pouvoir mettre la lumière sur un fléau qui est vraiment en train d'être une gangrène pour les familles, pour les services publics même, voilà, et pour les individus. Nous pensons que des mesures doivent vraiment être prises et que chacun de nous a une responsabilité. Ce n'est pas parce que nous sommes thérapeutes à l'hôpital que on va dire que c'est leur activité exclusive, c'est leur responsabilité exclusive. Et malheureusement, souvent, on a des parents qui viennent donner le patient comme ça là, et ils s'en foutent totalement. Ils viennent abandonner le patient entre les mains des thérapeutes et c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que chacun a son rôle à jouer. Que ce soit des politiciens, que ce soit des décideurs, que ce soit des familles, les pères, les mamans, chacun a sa responsabilité. Je dis toujours, et je vais finir peut-être par là, que dans la prise en charge,
nous, thérapeutes ou bien médecins, on va jouer beaucoup plus sur le plan intellectuel, sur le plan technique. Mais la dimension affective, c'est la famille qui doit la donner à l'individu. Nous, on ne peut pas donner la dimension affective parce qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas un lien de sang ou de parenté. Et même si vous parvenez à le faire, il faudra bien que la famille prenne le relais. Voilà, lorsqu'on aura fini exactement le milieu hospitalier. Donc, chacun a son rôle à jouer. C'est la famille qui doit donner l'attention, voilà, et accompagner, donner de l'amour. Donner vraiment de l'amour et développer une bonne communication. Une communication saine qui n'est pas stigmatisante, basée sur les insultes, basée sur les erreurs du passé, basée sur les péchés que la personne a commis par le passé. J'ai l'habitude de dire que si Dieu devait vraiment exposer les péchés de chacun de nous, personne ne sortirait. Voilà, personne ne sortirait même avec la tête haute encore. Là, nous tous, on va se cacher. Voilà, donc merci, je crois que c'est ce qu'il fallait. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, d'être toujours là dans le cadre de cette émission. Comme on l'a dit, développer l'empathie envers les personnes addictes. Ce sont des personnes comme vous et moi, alors évitons la stigmatisation. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21 h pour une nouvelle édition.